fattore in quindi Tutte le esperienze queste stesse. Fondation Jean Jaurès. Penser pour agir. Thibaut Mullier, bonjour. Vous êtes maître de conférences en droit public à l'Université Paris-Nanterre et membre du laboratoire CTAD, Centre de théorie et d'analyse du droit. Vos domaines de travail ou de spécialité sont les relations extérieures de l'État. Vous avez d'ailleurs fait votre thèse sur ce sujet. Le commerce des armes, le budget de la défense et puis peut-être le rapport du pouvoir à la défense, que ce soit le Parlement ou le pouvoir exécutif. Et puis le mois dernier, en novembre 2021, vous avez organisé un colloque sur les exportations d'armement et le droit public. Et nous allons aujourd'hui échanger sur notamment le rapport du Parlement sur les questions, aux questions de défense. Alors peut-être une première question très générale sur le Parlement en France et son rôle. Quel est le régime dans lequel nous vivons et quel est le rôle du Parlement dans ce régime ? Merci pour cette invitation. Je suis ravi d'être ici. Alors, pour répondre à la première question, à la lecture de la Constitution du 4 octobre 1958, on est dans un régime parlementaire. C'est-à-dire que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, c'est ce que nous dit l'article 20 de la Constitution, et il a, du fait de ce pouvoir de direction très important, eh bien, une responsabilité à assurer devant le Parlement, essentiellement devant l'Assemblée nationale, puisque c'est la seule chambre qui est en situation de pouvoir le censurer, même si le contrôle du Sénat, qui ne peut pas aboutir à une censure, est très important, et je pense notamment en matière de défense. Mais un régime parlementaire qui n'a pas le classicisme de la mère des régimes parlementaires, c'est-à-dire le régime britannique, puisqu'il est à tendance, à pratique, selon les termes retenus par la doctrine, à pratique présidentialiste. Le président de la République, dans le texte constitutionnel, a une importance assez remarquable du fait de ses compétences. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, il peut user des pleins pouvoirs, il peut nommer le Premier ministre, mais l'essentiel de ces textes, et notamment en relations extérieures et encore plus en matière de défense, dès lors qu'il est question de la période normale, c'est-à-dire hors période exceptionnelle où là on déclencherait le fameux article 16 qui n'a été déclenché qu'une fois, eh bien tous les actes juridiques qu'il va prendre, qu'il signe, doivent être contresignés par le Premier ministre la plupart du temps, éventuellement des ministres intéressés, c'est-à-dire le gouvernement, en somme, prend la responsabilité de l'acte que prend le président de la République, précisément parce qu'il est irresponsable, sauf cas très limite, politiquement, devant le Parlement. Pratique présidentialiste parce que pas besoin d'être constitutionnaliste pour se rendre compte que le président de la République est partout. Je dirais même qu'il est à captation des ressorts du parlementarisme, pour reprendre une formule qui a été conceptualisée par le professeur Armel Le Divellec, c'est-à-dire que le président de la République, en fait, ne viole quasiment jamais la Constitution sur le plan formel. Il n'est pas du tout dans son champ de compétences, à mon sens, mais dès qu'il prend un acte, étant donné qu'il va être contresigné par les membres du gouvernement, qui donc acceptent la pratique présidentialiste, il n'y a pas de violation de la Constitution. Et donc, il utilise les ressorts juridiques du parlementarisme, mais aussi les organes, je pense au secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale, pour maintenir cette pratique présidentialiste qui le rend assez puissant sous la Ve République. Alors, donc on a bien compris, un régime avec une pratique présidentialiste, un président de la République qui a, disons, des marges de manœuvre très larges, et sur le domaine de la défense, et notamment sur le Parlement et la défense. Quelles sont les marges de manœuvre du Parlement sur ce domaine-là ? Elles sont assez classiques pour un régime parlementaire, mais elles ont des particularismes du fait de la Ve République, hors d'ailleurs situation de pratique présidentialiste, mais au regard du texte de la Constitution. Le Parlement, comme très classiquement, dispose de deux fonctions principales. Elles sont rappelées à l'article 24 de la Constitution. Une fonction de co-législateur, et notamment c'est lui seul qui peut voter la loi,
mais la construction de la loi est partagée avec le gouvernement et notamment l'initiative du Premier ministre, et la fonction de contrôle, très classique dans tout régime démocratique moderne. En matière de défense, la fonction de législateur, le co-législateur, est assez intéressante parce que les informations sont données dans l'article 34 de la Constitution et 53, de manière plus marginale. L'article 34 nous dit, grosso modo, que finalement, la loi a un domaine matériel limité. Elle ne peut porter que sur certains domaines qui sont énumérés par cet article. Et dans ces domaines limitativement énumérés, eh bien, il y a les principes d'organisation générale de la défense nationale. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est la chose principale pour ce qui nous intéresse en matière de défense. Donc, si une modalité d'organisation de la défense, sous réserve faite, qu'est-ce qu'on comprend par principe généraux de l'organisation de la défense nationale, eh bien, la loi devra intervenir, donc le Parlement devra voter. En pratique, on se rend compte que tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est du domaine du règlement et que l'essentiel de la matière normative en matière de défense est du domaine du règlement. C'est-à-dire que le législateur, et donc in fine le Parlement, ne s'intéresse pas, ou assez peu, à la question de l'organisation de la défense, plus concrète en tout cas. L'autre élément, c'est le budget indispensable et sur lequel le Parlement a un rôle très important en tant que co-législateur, mais aussi en tant que contrôleur. Et de manière plus marginale, mais ça peut connaître, enfin c'est pas marginal sur le volume, mais on l'oublie souvent, mais j'ai fait une thèse là-dessus pour essayer de montrer qu'il y avait un intérêt. Mais ça ne concerne pas que la défense, c'est les lois d'autorisation. Les lois d'autorisation de traités ou accords internationaux qui éventuellement peuvent avoir des incidences sur la matière de la défense nationale. Exemple, les traités de paix. Et là, c'est prévu à l'article 53 de la Constitution où finalement, si le gouvernement, après avoir signé un tel traité ou un tel accord, veut le ratifier ou l'approuver, c'est-à-dire qu'il porte des effets dans notre ordre juridique, pour parler comme les juristes, eh bien, il faudra une autorisation législative de la part du législateur et donc, in fine, un vote du Parlement. L'autre élément, c'est la fonction de contrôle, où là, c'est là où les potentialités sont sans doute les plus importantes, mais aussi, je pense, les plus décevantes. Il y a des outils très classiques à disposition du Parlement qui ne concernent pas que la défense, les auditions, les missions, rapports d'information, les questions, notamment les questions en séance lors des questions d'actualité. Il y a aussi des dispositifs qui peuvent figurer dans les lois de programmation, et là, ça fait écho à la fonction de législateur, mais les lois de programmation militaire ont prévu parfois certaines dispositions d'amélioration du contrôle parlementaire, je pense notamment aux OPEX. Il y a aussi le contrôle de l'exécution des crédits, qui n'est pas du tout à négliger. Et il y a enfin ce que certains dans les hémicycles avaient appelé la divine surprise, entre guillemets, c'est la révision de l'article 35 de la Constitution, où désormais, mais on y reviendra sans doute, le Parlement a un droit constitutionnel à l'information dès qu'une intervention des forces armées à l'étranger est décidée et doit se prononcer sur sa poursuite à l'issue d'un délai de 4 mois maximum. Alors, on a posé les principes généraux. Je vous propose d'évoquer peut-être 2-3 thématiques un peu plus particulières. On va revenir sur le contrôle des OPEX dans un instant. Peut-être juste avant cela, le contrôle des exportations, puisque c'est un thème d'actualité en fin d'année 2021, début d'année 2022. Vous avez vous-même organisé un colloque sur le contrôle, sur les exportations d'armement, les droits publics en novembre 2021. Fin 2021, il y a eu une exportation de 80 Rafales aux Émirats Arabes Unis. Et puis en 2020, il y a également eu un rapport parlementaire, le rapport Mer-Tabarot, sur le contrôle des exportations. Alors, sur ce sujet assez polémique ou tendu, que fait et que peut faire le Parlement? Et peut-être aussi, deuxième question, où se situe aujourd'hui le débat? Alors, que peut faire le Parlement? Il a des outils à sa disposition. On est quand même dans un régime où le parlementarisme est rationalisé, c'est-à-dire que l'organisation même du texte constitutionnel
est là pour permettre une stabilité gouvernementale et que le gouvernement puisse mettre en œuvre la politique qu'il décide, la politique de la nation, dans laquelle s'inscrit la politique des exportations. Par conséquent, le Parlement n'a pas son mot à dire, si je puis dire, dans les questions de détermination et conduite des politiques des exportations. Ce n'est pas lui qui doit être compétent, au regard du texte constitutionnel, ce n'est pas un jugement personnel ou de valeur, ce n'est pas à lui de co-décider en la matière. En revanche, il a des outils de contrôle, mais qui sont très limités. Il a des outils de contrôle qu'il utilise, les questions au gouvernement, les rapports d'information, et le rapport Maire-Tabarot, mais j'y reviendrai, est très important. Mais c'est en fait des outils qui sont à sa disposition comme pour tout sujet. Il n'y a pas de dispositif spécifiquement dévolu, si ce n'est le rapport annuel des exportations d'armement, mais qui est un rapport produit par le gouvernement à destination du Parlement. Et notamment du fait des conclusions du rapport Maire-Tabarot, depuis le 2 juillet 2021, désormais, un décret a été adopté, mais on voit encore que c'est par décret, par voie réglementaire et non pas par voie législative, que les ministres qui ont voix délibérative en commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre, Bercy, le Quai d'Orsay et le ministère des Armées, devront présenter périodiquement, alors j'ai oublié, le terme périodiquement est utilisé, mais devront présenter, en tout cas rendre des explications, donner des explications périodiquement, nous dit le décret, donc que veut dire périodiquement, devant les chambres sur la politique des exportations, ce qui est une amélioration à mon sens qui, pour l'instant, si les parlementaires ne s'en saisissent pas, n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais le problème, c'est que quand bien même il y ait ces outils, il y a le droit et il y a la pratique. Et les parlementaires, eux, j'ai le sentiment, mais je me trompe peut-être, qu'il y a peu de mobilisation sur les questions d'exportation d'armes, excepté quelques parlementaires qui se spécialisent là-dessus, mais ça ne soulève pas les foules, pardon d'utiliser l'expression, et en fait on s'en rend compte hors question budgétaire, on s'en rend compte quand même pour les questions en matière de défense. Le rapport Maire-Tabarot a eu la prétention de situer un peu le débat et de réactiver après toutes les questions qui se posent à la suite d'exportation d'armement vers l'Arabie Saoudite, a eu prétention à faire le bilan de comment on exporte des armes et comment on peut contrôler cela et faire des propositions. Les propositions sont très intéressantes, il y en a plus d'une trentaine sauf erreur de ma part. Elles sont pour certaines, je pense, suffisamment mesurées pour ne pas être trop transgressive et donc, enfin, par rapport à la pratique de la Ve République et tomber dans quelque chose qui ne serait pas pris au sérieux, mais il n'y a pas de mobilisation pour l'instant sur ces questions-là. Donc le débat se situe où ? Il se situe à un stade où ça n'intéresse pas. Si, ça l'intéresse, mais le rapport Maire-Tabarot sort le 18 novembre 2020, en tout cas il est présenté là. On est en pleine deuxième vague, on est dans le deuxième confinement qui était moins dur que le premier, mais quand même, ça soulève peu... C'était pas la bonne fenêtre de publication. Oui, il y avait peut-être un problème de timing, mais aussi, ce qui est regrettable, c'est que le rapport vient du principal groupe d'opposition et de la majorité, et on aurait pu penser que ça intéresse, mais il y a aussi des réticences du côté de l'exécutif, j'imagine, à améliorer le contrôle parlementaire, pour la simple et bonne raison que le gouvernement rappelle que son contrôle interne, administratif, est suffisant. Il est robuste, il est rigoureux, on lit souvent ça dans le rapport annuel au Parlement. Il n'y a pas de raison de le remettre en cause, mais étant donné qu'on n'a pas accès à cette information et donc que personne ne peut l'évaluer, je ne dis pas qu'il faut le mettre, tous les documents classifiés doivent être sur la place publique, mais ménager un accès à des informations sensibles
pour les parlementaires, en tout cas pour certains sur le modèle de la délégation parlementaire en renseignement, ce serait une hypothèse envisagée. C'est l'une des hypothèses envisagées par le rapport Maire-Tabarot. Je doute que, en tout cas pour cette législature, il y ait une quelconque évolution. Il ne reste plus beaucoup de temps. On verra peut-être si dans les débats présidentiels pour 2022, la question est exposée. Et puis peut-être la prochaine législature sera prometteuse. Un autre domaine de contrôle, peut-être celui des opérations extérieures. Sauf erreur de ma part, vous avez rédigé un chapitre intitulé Opérations extérieures et contrôle parlementaire dans le livre intitulé Les opérations extérieures de la France, publié aux éditions CNRS en 2020. Même question sur le domaine des opérations extérieures. Que fait et que peut faire le Parlement sur le contrôle des OPEX? Alors, que peut-il faire? Il a, en termes de contrôle, il a deux leviers. Un qui est insatisfaisant et un qui, par le droit, et un qui est insatisfaisant par la pratique. Insatisfaisant par la pratique, je vais commencer par là, c'est en matière de contrôle des crédits. C'est très important, son intervention, les commissions de défense, un peu moins celle du Sénat, mais celle de l'Assemblée nationale, c'est presque 50% de son temps dévolu à la question budgétaire. Et il y a vraiment un travail de suivi, d'engagement des crédits, etc. Mais on voit qu'il est assez impuissant. Le rapport des sénateurs l'a récemment montré sur la loi de finances pour 2022, rectificatif pour 2021, pardon. Il y a un surcoût des OPEX. C'est dur à envisager quel coût va avoir les OPEX, mais il y a un surcoût OPEX, c'est-à-dire on provisionne insuffisamment. Alors, est-ce que c'est délibéré ou pas? Ce sera toujours la question, même si j'ai ma petite idée. Mais on a toujours une difficulté à évaluer le coût, et donc on arrive en fin d'exercice budgétaire en se rendant compte qu'on n'a pas prévu d'assez d'autorisation d'engagement de crédit pour notamment la sous-action OPEX, et donc il faut abonder en crédit parce qu'on ne peut pas ne pas financer du jour au lendemain nos OPEX. Donc c'est assez insatisfaisant, mais plus par la pratique, parce que le Parlement est quand même assez limité sur les questions budgétaires, mais il a un vrai rôle à jouer, et il constate, mais il n'y a pas de conséquences qui s'en suivent, à mon sens. L'autre élément, c'est l'insatisfaction par le droit, mais qui est, je pense, dû à un problème de jeunesse et qui pourrait être corrigé. Je ne suis pas du tout partisan de réviser chaque jour la Constitution, mais l'article 35 de la Constitution, qui, dans sa formule héritée de la loi du 23 juillet 2008, avait créé trois nouveaux alinéas, mais il y en a deux qui nous intéressent, à l'article 35 de la Constitution. Le premier, c'était dès lors qu'une intervention des forces armées à l'étranger est décidée, sous 3 jours, le gouvernement doit tenir informé le Parlement et présenter les objectifs poursuivis. Le problème, c'est que d'une part, ce délai de 3 jours n'est pas respecté tout le temps. Bon, ce qui est à relativiser avec les médias, etc. Les parlementaires sont au courant, mais la solennité de la disposition est un peu négligée. Mais on l'a vu avec les frappes qu'il y a eu en février 2009 à la demande du Tchad, où Édouard Philippe avait par 2 lettres, c'était un moyen tout à fait nouveau, avait informé par 2 lettres au président des chambres que les Français avaient effectué des frappes aériennes. Eh bien, il n'y a pas de présentation des objectifs. Et là, on est dans un dispositif où, si on manque à cela, il n'y a pas de conséquences automatiques. Je ne dis pas qu'il faut parler de censure, mais il n'y a pas de conséquences automatiques pour autant. L'autre élément, et là c'est vraiment pas le problème de jeunesse, mais ça pourrait être corrigé. D'ailleurs, un rapport de Gérard Larcher allait dans ce sens en 2018. C'est alinéa 3 de l'article 35. 4 mois après le déclenchement de l'opération, il y a nécessité pour le Parlement d'autoriser la poursuite de cette opération. Mais c'est un blanc-seing, c'est un one-shot. Dès lors qu'il autorise, pas la peine de revenir tous les 4 mois, tous les 6 mois, on pourrait revoir le délai, mais il n'y a pas d'élément cyclique. Ce qui fait que, étant donné que les questions sont assez consensuelles, une fois l'autorisation obtenue,
il n'y a pas d'obligation de revenir devant le Parlement. La LPM oblige un contrôle, enfin une information annuelle sur les OPEX, mais c'est assez limité parce que en matière de relations extérieures, le gouvernement a la faculté, enfin en tout cas par les dispositifs juridiques, mais surtout par la pratique, eh bien de maîtriser le propre contrôle qui pèse sur lui, ce qui est tout à fait paradoxal. Peut-être une question un peu plus générale. Est-ce qu'on pourrait tirer un bilan de cette législature, de la législature 2017-2022, à la fois comment l'Assemblée nationale a agi sur la question de défense, mais peut-être aussi comment le Sénat a agi ou réagi. Et puis on sait qu'il y a aussi eu un certain débat sur l'actualisation de la LPM en 2021. Qu'est-ce que ça dit, etc. Alors là, sur la pratique, enfin, ce serait... j'ai pas prétention à être exhaustif sur cette réponse, mais on voit des différences qui s'expliquent du fait de la Ve République entre l'Assemblée nationale et le Sénat, puisqu'on a un Sénat qui est quand même beaucoup plus autonome et sur la durée de son mandat et vis-à-vis de la majorité au Sénat par rapport au gouvernement, beaucoup plus autonome vis-à-vis de l'exécutif que l'Assemblée nationale du fait majoritaire et de la discipline majoritaire qui peut en découler. Par conséquent, on voit quand même que le Sénat n'ont pas un rôle plus actif, par exemple sur les rapports d'information. C'est assez les commissions en charge de des questions de défense dans les deux chambres produisent annuellement des rapports très intéressants. Je pense à la question de l'équipement des forces, comme à la question des drones, en tout cas pour cette législature. Sur l'externalisation, sauf erreur, c'était dans la précédente, mais je crois qu'il y en a peut-être eu sur celle actuelle, sur la stabilité au Moyen-Orient. Bref, il y a vraiment une production de l'information à destination des parlementaires et du public qui est constante et qui n'est pas à négliger, même avec un Parlement assez faible. Mais, par exemple, l'actualisation de la LPM, le refus d'actualiser par la voie législative, comme le prévoit la loi de programmation militaire 2019-2025 de la LPM, a plus mobilisé les sénateurs que l'Assemblée nationale, en tout cas publiquement, dans les couloirs, je ne sais pas, sans doute parce que c'est une atteinte quand même à la fonction de colégislateur du Parlement et à sa fonction de contrôle in fine. Le Sénat est assez critique sur ce genre de pratique qui consiste un peu à évincer le Parlement. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on voit qu'en matière de défense. Par exemple, le recours assez débridé par wagon d'ordonnances à l'article 38, enfin des ordonnances de l'article 38. Alors, l'article 38, juste... de la Constitution, qui permet en fait, par la voie d'ordonnance, donc c'est une catégorie de règlement, pour le gouvernement d'intervenir notamment dans le domaine de la loi. Alors il faut une habilitation du Parlement et une ratification du Parlement, mais étant donné que si le Sénat s'y oppose, le dernier mot pourra être donné à l'Assemblée nationale. Donc le gouvernement prendra peut-être un peu plus de temps, mais y arrivera à la fin. Et donc c'est vrai que ça montre une certaine faiblesse, peut-être que ça conduit à certains renoncements, mais pourtant on voit vraiment un activisme de la part de certains députés. Je pense au député Cornu-Gentil en matière budgétaire. Moi, quand j'écoute certaines de ses interventions sur les questions budgétaires de budget de défense, ça m'est très utile pour mes cours de finances publiques ensuite. Mais donc du coup, il y a une différence entre les deux chambres qui s'explique par le fait qu'on est sous la Ve République et que le Sénat a plus d'autonomie. Il y a quand même une activité de contrôle qui n'est pas à négliger et qui, par rapport aux législatures précédentes, est toujours intéressante, mais toujours ce fait majoritaire qui est un peu problématique, d'autant qu'on a eu un renouvellement des députés du fait de l'arrivée de Macron au pouvoir qui était assez inexpérimenté et donc qui ont reproduit les mêmes schémas. Je finirai enfin les mêmes schémas qu'avant, donc les mêmes problématiques. Je finirai sur un point, il y a une déception, c'est 2018, avril 2018, quand se pose la question de frapper en représailles le régime de Bachar al-Assad, après l'usage à nouveau d'armes chimiques, il n'y avait pas d'urgence manifestement, puisque, sauf erreur, il se passe presque une semaine avant entre est-ce qu'on frappe et effectivement on frappe.
Et là, il y avait une demande qui n'est pas prévue par la Constitution, mais qui peut être qui peut être utilisée par des dispositifs en règlement d'Assemblée ou du Sénat. Et là, un débat a priori, ce qui serait assez novateur pour la Ve République, à part la guerre du Golfe, c'est quelque chose qui n'arrive pas, eh bien un débat a priori sur la question de l'opportunité des frappes, ou en tout cas présenter la position du gouvernement aux députés et sénateurs, ça aurait été intéressant, et le gouvernement, qui est très Ve République à mon sens, eh bien dans sa pratique n'en a pas pris cette direction, hélas. Peut-être, avant-dernière question, comment est-ce qu'on peut, de votre perspective de maître de conférence en droit public, expliquer tout cela? Vous avez évoqué que sur le contrôle des exportations, c'est robuste et rigoureux, mais on ne peut pas vérifier, donc il y a un petit manque de transparence, et que même c'est inconséquent, par exemple, quand le Parlement n'est pas consulté sur la LPM ou sur les OPEX, ou d'ailleurs la validation du Parlement est un peu perpétuelle. Comment on peut expliquer tout ça? Comment on peut expliquer que le Parlement n'ait pas plus de place? Alors, je parlerai du point de vue du constitutionnaliste, mais des collègues politistes sortent début 2022 un ouvrage sur l'opération Barkhane. Merci pour le teasing. Et non, mais je ne l'ai pas encore lu, donc, mais bon, c'est des collègues de grande qualité. Il y a un chapitre qui portera plus précisément sur l'attitude qu'ont en pratique les députés. Je crois qu'ils sentent sur les députés. De mon point de vue, et donc je sors un peu nécessairement du cadre juridique, je pense qu'il y a un problème. Déjà, un manque de temps, un manque d'expertise, et qui est lié. Comment développer une expertise spécifiquement sur ces questions-là si on manque de temps? Parce que bon, on est député et sénateur, on ne travaille pas que sur les questions de défense. Mais il y a aussi un manque d'expertise du fait du manque d'accès aux informations. Il y a une dépendance à l'information du gouvernement, et étant donné que beaucoup est en diffusion restreinte ou classifiée, les parlementaires n'ont pas accès à cela. Donc, est-ce qu'on peut développer une une activité plus intense de contrôle si on n'a pas accès à des informations? Ensuite, je pense c'est moins rentable sur le plan électoral. Ça mobilise sans doute moins aussi l'électorat lui-même. Les questions, il y a un grand consensus dans les chambres et je pense chez les citoyens sur les questions de défense, mais il y a un relatif désintérêt. Tout le monde trouve ça normal que le président de la République décide de tout parce que la Constitution nous dit c'est le chef des armées, donc circuler, il n'y a rien à voir. Sur le plan constitutionnel, pourtant, il y a beaucoup à redire. Mais il y a aussi un phénomène, et je reprends encore Armel Le Divellec là-dessus, qu'on pourrait qualifier de le parlementarisme négatif. En fait, étant donné que le gouvernement ne tire pas sa légitimité du Parlement, et notamment des députés, il n'y a pas de fonction élective du Parlement comme dans un régime parlementaire classique. C'est le président qui nomme le Premier ministre, et ensuite c'est le Premier ministre et le président qui se mettent d'accord sur l'équipe gouvernementale. Étant donné qu'il ne tire pas sa légitimité du Parlement, dans la pratique, le discours officiel n'est pas comme ça, mais à quoi bon rendre des comptes à une institution qui, en fait, on ne tire pas sa légitimité de lui. Et donc, si le gouvernement a tendance à peu rendre compte, ou en tout cas, il a un discours officiel avec beaucoup d'éléments de langage, il va nous dire que le rapport annuel au Parlement fait X pages, il y a tant d'informations, mais la quantité n'a jamais été qualité. L'autre difficulté, mais c'est en miroir, c'est si vous avez un gouvernement qui s'estime ne pas avoir à rendre de compte plus que formellement au Parlement, il y a nécessairement, à mon sens, un désintérêt des parlementaires. À cela, j'ajouterais, c'est ce que j'avais essayé de développer dans ma thèse, c'est une croyance qu'on voit dans la doctrine, même républicaine, de la Troisième République, qui est très importante pour la construction du droit public. C'est une croyance selon laquelle les gouvernements seraient plus rationnels, seraient plus omniscients presque, sur les questions de diplomatie et de défense.
et que les parlementaires n'auraient pas, ou en tout cas les représentants de la nation n'auraient pas à s'intéresser à cela. On lit chez les philosophes politiques, Tocqueville ou Rousseau, les grandes questions, les grandes maximes de l'État n'ont pas à... Il faut faire confiance au gouvernement et non pas à être contrôlé, bon, je ne le cite pas mot à mot, non pas être contrôlé par les représentants. Donc il y a aussi ce problème-là. Peut-être une hypothèse, mais là c'est les politistes et les sociologues qui y répondront mieux, c'est l'absence de clivage politique, ou en tout cas un relatif consensus sur les questions de défense, peut-être ne nourrit pas l'intérêt. S'il n'y a pas de controverse, si la démocratie est là pour canaliser les oppositions, mais s'il n'y a pas d'opposition, est-ce que finalement la démocratie peut produire ses effets, démocratie représentative peut produire les effets attendus. Je vous remercie parce que vous êtes sorti de votre zone de confort en citant des politistes et des sociologues, alors que vous venez du droit. Peut-être juste une dernière question. Il y a une expression qui dit « quand je me regarde, je me désole et quand je me compare, je me console ». Peut-être juste terminer là-dessus. Est-ce que chez nos grands voisins, c'est mieux, les choses se font différemment? Est-ce qu'il y a des inspirations ou pas à prendre chez nos voisins? Alors, je ne suis pas comparatiste, donc ça va être nécessairement insatisfaisant, parce que je n'ai pas prétention à connaître tous les autres systèmes, tous les autres parlements en matière de défense. Ce que je peux dire de ce que j'ai lu, c'est d'abord un rapport qui commence à prendre de l'âge, je crois qu'il aura bientôt 10 ans, qui avait été dirigé par Bastien Hirondelle, qui nous a quittés malheureusement, mais qui portait sur la question du contrôle. Contrôle parlementaire du recours à la force armée, et qui faisait un comparatif entre les grandes démocraties représentatives, occidentales sauf erreur. Et là, on voyait clairement que la France est plutôt en queue de peloton. Le gouvernement est peu contraint par le Parlement, par rapport à d'autres parlements, et je pense notamment au Bundestag allemand. Après, il faut toujours mettre en perspective qu'on n'a pas le même outil de défense et le même usage de notre outil de défense. On est beaucoup plus interventionniste que certaines autres démocraties. Donc peut-être que, au-delà de l'héritage historique, je pense aux Allemands, peut-être qu'il y a aussi à regarder de ce côté-là. Mais quand même, on a un Bundestag, par exemple, sur les exportations, qui est capable de demander au gouvernement de s'expliquer sur la question des droits de l'homme et des exportations. Mais on peut regarder aussi, toujours par la pratique, sans nécessairement toujours réviser la Constitution, etc., même si l'article 35, on pourrait l'améliorer, mais voyons le cas anglais. En pratique, je crois que la première fois, c'était sous Theresa May, mais peut-être ça avait déjà commencé avec David Cameron. Sur l'hypothèse est-ce qu'on frappe en représailles de l'usage des armes chimiques en Syrie, il y avait eu des débats parlementaires et même un vote a priori de la part des parlementaires britanniques. Bon, c'est l'Angleterre, on est sur un régime parlementaire beaucoup plus ancien et beaucoup plus Vous avez évoqué classique. Un classicisme au début. Oui, ça. Voilà, un certain classicisme. Ce serait pas inutile de s'en intéresser, mais encore une fois, moi je critique beaucoup la pratique gouvernementale et du président de la République, mais il faut aussi que ça vienne des parlementaires. Il manque de temps, mais est-ce qu'ils le veulent? Et est-ce qu'il y a une culture à cela pour le contrôle? Et c'est pas la même, de ce que je vois, de ce que je connais des autres systèmes, ce n'est pas la même, et peut-être que ça explique en grande partie la faiblesse du contrôle parlementaire, mais là on sort de ma zone de confort, comme vous l'avez dit. Écoutez, ça veut dire qu'il faudra aller voir d'autres personnes, donc d'autres entretiens à suivre sans doute sur cette question-là. Je vous remercie Thibaut Mullier pour cet échange, c'était très clair, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Fondation Jean Jaurès. Pensez pour agir.